ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Le but de ces épisodes, c'est que vous appreniez à connaître des investisseurs concrets qui sont sur le terrain et qui vous partagent leur expérience. Dans le but surtout de booster votre motivation et de voir que les choses sont réalisables. Aujourd'hui, j'accueille Ismaël Bernus. Ismaël Bernus est l'hôte du podcast La Bonne Fortune, où il parle également d'investissement dessus. J'ai pris contact avec lui dans le but justement d'apprendre à le connaître, de savoir son parcours en détail. Et entre podcasteurs, c'est super sympa parce que lui aussi va m'interviewer sur son podcast un peu plus tard. Donc, bienvenue Ismaël sur le podcast des investisseurs sereins. Comment ça va ? Super, écoute, merci Dorine pour cette invitation. Moi, je suis super ravi de passer ce moment en ta compagnie sur ton beau podcast Les Investisseurs Sereins. J'espère j'en suis même convaincu qu'on va passer un bon moment et que cette émission sera riche d'enseignements pour celles et ceux qui vont l'écouter. Ouais. Oh bien. Alors, étant donné que je te connais très peu, j'ai les grandes lignes, mais moi, je passe pas des heures et des heures à faire des recherches sur les gens sur Internet. Du coup, on va faire comme si je te connaissais pas du tout. Et l'audience, je pars du principe aussi qu'elle te connaît probablement pas. On n'en sait rien, il y en a peut-être qui te connaissent. Mais du coup, on va partir de zéro. Moi, j'aime bien savoir d'où tu viens, d'où tu pars, quelle est ton enfance, et ton style d'éducation financière que tu as eu depuis tout petit. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. Déjà aujourd'hui, moi j'ai 37 ans, je suis de 85. J'ai grandi à Poitiers, là où je suis né, d'une famille de fonctionnaires, famille nombreuse, avec un grand frère, un frère jumeau. Ensuite, mon père s'est remarié. J'ai eu un petit frère, une petite sœur. Mes deux parents étaient donc fonctionnaires. J'ai fait des études, somme toute, classiques, qui m'ont amené à passer mon bac, donc toujours sur Poitiers. Une enfance heureuse, remplie de partage, rien qui m'amenait à me tourner spécialement sur l'investissement, que ce soit immobilier ou même me porter sur d'autres classes d'actifs. Mes parents n'étaient pas spécialement investisseurs. Ils nous ont inculqué la valeur de l'argent, notamment à travers la valeur travail, ce qui était très important pour nous, qui est une valeur, à mon sens, fondamentale. Et également la valeur de l'argent, de ne pas gaspiller, de faire des économies, d'être en sécurité et de savoir aussi partager et rendre aussi un petit peu la monnaie de sa pièce, de savoir mettre à contribution, que ce soit pour des associations un petit peu, pour etc., faire des choses. Et que voilà, avec ça, forcément, on a vu les vacances au camping, etc., des biens matériels, le vélo, pouvoir participer à des clubs de sport, etc. Donc, c'était quand même un environnement très plaisant. Voilà, une enfance heureuse. À la suite de mes études, de là, je me suis cherché un petit peu. J'ai fait 1 an, je me suis perdu un petit peu sur une fac de médecine. Dans le même temps, j'ai commencé à vouloir m'intéresser pour rentrer chez les sapeurs-pompiers de Paris. Donc, il y a tout un process de recrutement. Et en parallèle d'avoir lancé ce processus de recrutement, j'avais initié un BTS comptabilité dans laquelle j'étais vraiment très, 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 très bien, très, très satisfait. Et c'était vraiment un kiff à l'époque. Mais voilà, une fois que le process de recrutement des pompiers est arrivé à son terme et c'était positif, j'ai dû faire un choix. Et de là à 20 ans, je suis parti, enfin 19 ans même, m'engager chez les sapeurs pompiers de Paris. Et après, donc, j'ai eu une carrière de 16 ans chez les pompiers, 6 ans à Paris en tant que militaire. Et après, j'ai migré dans le Nord où j'y ai passé 10 ans de ma vie avec ma compagne qui m'a suivi, qui était originaire de Poitiers également. On a eu deux magnifiques filles qui ont 5 et 7 ans aujourd'hui. Et voilà maintenant 3 ans que je suis revenu m'installer sur Poitiers suite à différents investissements tout au long de ce parcours et ce qui m'a permis de me détacher et de revenir sur Poitiers, sur mes terres natales et voilà, de pouvoir profiter avec ma famille, etc. Parce que de base, je cherchais naturellement
à revenir à travers la voie de mutation, poursuivre le cursus professionnel. Pour plusieurs raisons, c'était compliqué de revenir, le nombre de recrutements, d'embauches, enfin, les mutations, c'est assez compliqué. Et donc, voilà, ces investissements ont été un levier pour moi pour me dégager d'une certaine liberté financière d'une part, mais aussi et surtout géographique pour pouvoir voilà, atteindre cet objectif de retour aux sources. Voilà. Pour finir, j'aimerais juste dire, si je peux me définir d'une façon générale, j'aime me présenter sur cette émission, mais d'une façon générale, comme un investisseur, un entrepreneur heureux. Investisseur et entrepreneur, parce qu'on le verra notamment dans le cadre de l'investissement immobilier. En réel, ça demande donc d'investir d'une part, mais aussi d'être entrepreneur, d'entreprendre des choses. C'est un petit peu comme avoir une entreprise. On peut être même soumis à l'exercer dans le cadre d'une boîte. Donc, il y a cette question d'entrepreneuriat qui est quand même très importante et ça a son sens pour celles et ceux notamment qui travaillent en parallèle, qui se lancent. Ça demande de l'énergie, donc voilà, d'entreprendre, donc d'investir. Et la notion d'être heureux, et voilà, parce que je pense que c'est intéressant d'être heureux au long du parcours et de kiffer la vie, voilà, tout simplement. Et donc, c'est une notion qui est importante aussi à mes yeux. Par rapport à ta personnalité, est-ce que tu considères que tu as plutôt une personnalité, genre, je sais pas, hein, j'imagine peut-être dans les clichés, mais si t'es devenu pompier, est-ce que tu es plutôt genre un fonceur, puis en même temps tu aimais bien la compta, donc tu as aussi un caractère assez rationnel, assez chiffre. Comment tu te définis aussi en termes de personnalité en fait? Oh punaise, très compliqué, mais un petit peu des deux. Il y a plein d'ambivalences. Je pense être quelqu'un d'avoir un esprit qui a toujours aimé compter d'une façon générale, mais voilà, plutôt un esprit logique, comptabilité, mais en même temps, c'est une énergie qui me dit, bon, allez, de toute manière, passe à l'action. La peur n'évite pas le danger, et donc on peut y aller, on peut se lancer sur des défis, et dans tous les cas, s'il y a X personnes qui arrivent à faire des choses, pourquoi pas moi aussi? Donc avec cet état d'esprit de dire, moi aussi, je suis capable, Mais c'est voilà. nickel comme état d'esprit pour investir à la fois un côté rationnel et en même temps je fonce quand même parce que les gens qui veulent tout cadrer, ils y vont jamais. Donc en fait, tu as la personnalité parfaite pour investir, quoi. Voilà, il y aurait beaucoup de points Donc à j'en sais rien. améliorer. Il y aurait beaucoup de points à améliorer, l'organisation, la priorisation des fois, etc. Enfin, Ouais, c'est mais ouais, ça. le côté un petit peu plus créatif aussi parfois qui pourrait être intéressant à développer. Mais voilà, je pense que chacun peut avoir justement, comme tu le dis, comme tu le soulignes, des qualités intrinsèques propres qui peuvent permettre d'investir d'une façon sereine, hein, pour reprendre le thème de ton émission. Mais oui, en effet, enfin, heureusement d'ailleurs, et c'est la beauté aussi de la vie dans son ensemble, il n'y a pas de profil type pour pouvoir faire les choses. D'une part, il faut le ressentir, il faut avoir envie et de kiffer ce qu'on fait, quoi. Je pense que c'est ça l'essentiel, ouais. Et du coup, est-ce que tu accompagnes à participer un petit peu à tes investissements indirectement ou pas? Parce que je parlais justement de ça, on a tous un peu des défauts et c'est vrai que des fois d'être à deux, ça permet de compléter. Donc en l'occurrence, Cyril et moi, on est très complémentaires, on a des qualités très différentes et des défauts, voilà, pareil, tout à fait complémentaires. Est-ce que tu accompagnes à participer un peu à ces investissements? Parce que tu avais l'air d'être depuis longtemps quand même avec elle. Oui, alors elle a participé techniquement et on va dire administrativement, légalement, à les propriétaires des biens avec moi à travers que ce soit dans le nom propre ou les sociétés qu'on peut avoir. Ceci dit, sur le terrain, non, pas beaucoup. C'est pas du tout sa cam. Ça a même été pendant longtemps un frein à l'investissement dans le sens où énormément de peur, de attention. Tu es sûr qu'on va pas dans le mur, on s'endette, ça va être long sur 20 ans, c'est une charge si on n'arrive pas, etc., etc. Donc non, ça a plutôt été un frein plutôt qu'une aide sur longtemps, même si je dis ça, c'est pas toujours tout blanc, tout noir, et elle a évolué aussi tout au long du chemin, et aujourd'hui, c'est m'aider aussi d'autres manières, mais n'est pas très, très active, et plutôt là de façon passive sur les investissements, mais plus un choix de sa part parce que c'est pas sa cam, c'est pas son kiff, c'est pas ce qu'il a fait vibrer. Donc non, non, elle me laisse les mains libres pour gérer ça. Ouais. Ok, et le petit truc encore que je voulais voir avec toi, c'est par rapport au fait que tu sois donc, enfin que tu étais, je sais pas si tu es encore officiellement militaire ou si tu ne l'es plus vraiment. Enfin, ça doit être compliqué ces histoires, Alors, j'imagine. j'y suis plus du tout. J'étais 6 ans militaire en étant à Paris, de 19 à 25 ans, et après 10 ans, parce que après les pompiers, il y a différents statuts, mais j'étais fonctionnaire en étant pompier dans le Nord, et depuis 3 ans et demi maintenant, j'ai démissionné complètement
pour revenir. Donc, non, je ne suis plus du tout sur un statut salarié, quel Et qu'il du soit. coup, ma question, parce que j'avais déjà interviewé un ancien militaire sur le podcast, c'est Ivan, pour ceux qui s'en rappellent, qui est agent immobilier aujourd'hui. Et en fait, j'avais aussi lu le livre de Goulouette Tristan. Je sais pas si tu vois qui c'est, il se disait le Mhm. pompier qui a investi en IMO. Et en plus, je rajoute encore des exemples. J'étais allée dans un séminaire IMO il y a super longtemps, c'était Pierre Ollier, et j'avais discuté avec plein de participants, et il y avait des militaires. Et j'étais là, mais c'est un truc de dingue. Les militaires, étant donné qu'ils n'avaient pas de loyer, ben en fait, ils étaient vachement branchés investissement IMO. Alors, est-ce que tu confirmes ce dire ou est-ce que c'est un fantasme que j'ai du coup? Alors, non, non, si, c'est super intéressant ce que tu dis et ça se recoupe et il y a un peu de vrai. En fait, ça s'explique, à mon sens, par plusieurs choses. Comme tu le dis, certaines personnes sont logées de par l'employeur, etc. Donc, bah, forcément, dès lors qu'on n'a pas de loyer à payer ou son appart à s'acheter pour se loger, bah, comme monsieur, madame, quasiment tout le monde, bah, ça laisse une manne potentiellement pour investir. Et donc là, dès lors de cette position, les personnes réfléchissent et se disent, bah mince, j'ai pas, normalement, je devrais pour me loger sortir 500, 700, 1000 euros par mois, que ce soit à crédit ou en location, peu importe, mais j'ai pas à les sortir. Donc, bah, peut-être qu'au début, à 20 ans, le mec, il va sortir, il va se payer des vacances, machin, une petite voiture, mais après, bah, ça mûrit. Et en voyant peut-être d'autres personnes dans ce même cas dire, bah, attends, avec cette ressource disponible pour le coup supplémentaire, pour un train de vie donné, somme toute classique, ben, j'ai un pouvoir d'achat, j'ai une force supplémentaire pour pouvoir investir. Ça, c'est le premier point d'un point de vue financier. Et après, d'un point de vue, on va dire, matériel, en termes de temps, je vais prendre l'exemple des pompiers. Ça marche avec un système, ce qu'on appelle de garde. Donc, on va travailler 24 heures, peut-être 48, 72 heures pour ceux qui sont militaires, d'affilée. Et après, ça nous laisse du temps, 24, 48 ou 72 heures de repos d'affilée. Et donc, le temps de travail est tellement concentré, bah, le temps de repos revient plus rapidement. Voilà, c'est comme si on avait 2 week-ends par semaine en quelque sorte, quoi. Et donc, bah, ça laisse du temps de libre et de ce fait, il y en a beaucoup qui sont bricoleurs. Voilà, le mec qui fait un peu d'électricité, un peu de placo, un peu de trucs. Et voilà, ben, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels militaires ou alors les militaires d'une façon plus générale. Il y a quand même pas mal de ces personnes qui investissent notamment dans l'immobilier pour ces différentes raisons. Ouais. Mm. Alors, donc, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail de tes invests. Mais du coup, toi, tu as commencé à quel âge, alors, ton premier investissement? Mon premier investissement, j'avais 20 ans. J'ai acheté un appartement quand j'étais chez les pompiers. J'avais aucune ambition particulière sur l'avenir d'investir de façon massive, etc., mais simplement de me loger. Et de là, à ce moment-là, j'avais simplement l'esprit logique, je mets des guillemets à logique, hein, rationnel, comptabilité, de dire, bah, tiens, que de mettre un loyer par les fenêtres, je vais avoir un crédit qui va être équivalent à un loyer que j'aurais mis. Et donc, bah, vas-y, feu, je vais acheter plutôt que de louer. Voilà. D'accord, donc du coup, tu as commencé comme ça. Tu as acheté un appart dans Paris, j'imagine? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Sur Poitiers, je suis resté sur Poitiers parce que les pompiers de Paris, tu as 70-80% des pompiers qui sont provinciaux et qui font les allers-retours, vu qu'on a un système de garde de 24, 48, 72 heures et qu'après on a 24, 48, Ah bah 72 heures ouais. et qu'on paye 25% du train en étant militaire, etc. Pour se loger sur Paris, c'est les yeux de la tête. Tout le monde ne veut pas forcément quitter le Ah cocon oui. familial, Et etc. donc, aucun intérêt bah oui, aucun intérêt d'acheter dans Paris, en fait. Voilà, donc la solution, c'était de faire les allers-retours. Donc j'ai acheté cet appartement sur Poitiers et je faisais mes allers-retours en train tous les 2-3 jours, comme 80% des pompiers faisaient les allers-retours en train. Ok. Et donc, du coup, ce premier invest, donc tu as acheté cet appart. Non, à ce moment-là, tu avais 20 ans. Tu habitais dedans. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce premier appart, j'habitais dedans pendant 3 ans et demi. En fait, après, quand j'ai quitté les sapeurs-pompiers de Paris pour aller être pompier dans le Nord, là, pour le coup, je pouvais plus faire les allers-retours Poitiers-le Nord. Donc j'ai dû aller m'installer et vivre dans le Nord. Et donc cet appartement, la question s'est posée, qu'est-ce que j'en fais? J'ai deux options. Soit je le mets en location, soit je le vends. Voilà, donc là, je l'ai mis en location à ce moment-là. J'ai appris beaucoup sur bah, l'impôt foncier, sur la location nue, de faire un bail, etc. J'allais chercher mon petit bail version papier à la papeterie du coin, remplir, etc., etc., faire une annonce de location sur le Bon Coin, etc. Donc là, j'ai appris beaucoup à ce moment-là et j'ai compris très rapidement la puissance cumulative de dire j'emprunte, j'ai un crédit et le locataire, je mets à disposition d'un locataire qui a besoin de se loger.
et les fruits du loyer va venir rembourser tout ou partie ou plus du crédit, des charges, etc. Et donc, là, entre guillemets, l'emprunt, on emprunte à la banque de l'argent qu'on n'a pas, enfin vraiment ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire, c'est devenu comme une évidence dans ma tête. Voilà, j'ai trouvé ça cool. Et donc, de là, j'ai refait un appartement, un petit appartement T2 également sur Poitiers avec ma compagne. On s'est refinancé le premier que j'avais acheté tout seul, ce qui m'a permis de sortir des liquidités. On est reparti sur 20 ans. Et puis après, j'ai enchaîné sur un immeuble de rapport. Alors, ça s'est fait le tout en 10 ans de temps, hein, Alors attends, toutes parce que c'est ces intéressant opérations. qu'on se Mais rende compte un peu dans la chronologie pour que les gens ils arrivent à suivre un peu. Parce que tu as parlé mhm. de refinancement. Qu'est-ce que tu entends par refinancement? Le premier appartement avec lequel donc j'avais fait l'acquisition pour moi me loger, je l'ai mis en location. On a racheté un appartement avec ma compagne, mais ce premier logement, moi, j'avais fait l'acquisition tout seul, Ouais. en nom propre, mais tout seul 100%. Et donc, on a refinancé avec ma compagne, on a créé une SCI tout simplement. Voilà, au bout de, ça devait être 7-8 ans, qui est venu racheter cet appartement à moi-même. Donc, la SCI a emprunté, elle, était repartie sur un crédit de 20 ans, 110% sur la totalité. Et moi, ce qui m'a permis le double objectif, c'est d'une part de me sortir de la trésorerie parce qu'il y avait un bon tiers, voire la moitié qui était déjà remboursé, et dans le même temps, de faire rentrer ma compagne dans ce premier investissement locatif où j'étais seul à bord, de l'inclure également dans le projet. Donc, c'était les deux objectifs, ce qui a permis d'ailleurs que ça se fasse, hein, parce que sinon, la banque ne s'amuse pas à refinancer les propres biens des personnes comme ça. Faut qu'il y ait un motif sérieux derrière. Mais voilà. Et donc, cette première acquisition, une deuxième acquisition, le refinancement avec ma compagne de la première Et acquisition, là, du voilà. coup, vous habitiez, il y avait plus de résidence principale. Vous habitiez dans le nord à ce moment-là. Enfin, vous... Là, on habitait dans le nord. Et dans le nord, on a fait un petit peu de location. Et très vite, on a acheté une petite maison de ville, une maison type 1930. Voilà, résidence principale qu'on a achetée également. Ouais, ouais, ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant pour les gens. Du coup, ouais, le système, en fait, tu recommandes de faire ça pour qui, en fait, par exemple, de faire ce type de refinancement? Ça fait 7-8 ans, imagine, un auditeur, il se dit, ah, mais ça fait 7-8 ans que j'ai un appart, je l'ai tout seul. Tiens, est-ce que ça serait intéressant pour de me refaire de la belle capacité d'endettement? Je me le refais financer. Alors, en ce moment, c'est vrai que les taux sont élevés. Alors, les beaux crédits d'avance, c'est un peu, ça fait un peu du mal à les reprendre, mais Je pense qu'il faut que ça fasse sens. Alors moi, c'était cool parce que j'avais besoin de trésorerie parce qu'à l'époque, donc je mettais un petit peu d'argent de côté, mais j'épargnais 200, 300 euros par mois. Voilà, j'avais un petit pécule, 2, 3, 4 000, quelque chose comme ça sur le compte. Et donc, un premier appart, un deuxième appartement, d'un moment donné, bon, s'il y a une chaudière qui lâche, s'il y a un petit truc, bon, il faut être un petit peu plus costaud, surtout si on veut enchaîner et faire d'autres opérations un peu plus conséquentes derrière. J'aime bien aussi le côté sécuritaire, surtout qu'avec ces deux opérations, j'avais appris. Et donc, de là, je me suis dit, bah, tiens, en vendant cet appartement, vu que c'est un appartement qui tournait très, très bien à la location, sur lequel, en plus, j'avais de l'affect, c'était ma première résidence principale, etc. Je me suis dit, bah, tiens, autant le garder, ça tourne bien, etc. Et une des façons de le garder et en même temps, de me sortir et de me récompenser en quelque sorte des fruits de l'investissement. Voilà, parce que ça faisait, je te disais 7-8 ans, mais ça faisait plutôt 9-10 ans que je l'avais. Bah, c'était une des manières de pas m'en séparer totalement, mais en même temps, le fait de le racheter comme ça, de sortir du cash, ce qui allait me permettre voilà, d'avoir des arguments pour refaire d'autres projets, d'être en sécurité, et en même temps de faire rentrer madame dedans. Donc, c'est pas juste une opération magique qui permet de débloquer, etc. Il y a la contrainte que, d'une part, on repasse sur les frais de notaire à 7-8% sur un refinancement. Donc, si on fait ça tous les ans, il faut à minima que la valorisation réelle soit de au minima 8% par an, ce qui serait pas tenable et ce qui serait en quelque sorte mauvais signe pour l'avenir. Mais donc, de le refinancer trop rapidement, c'est pas forcément évident. Il y a la question de l'imposition si on fait une plus-value. À quelle hauteur je le rachète? Si je le rachète super cher, j'ai de la plus-value sur le moment à payer. Si je le rachète pile poil, j'en ai pas, mais potentiellement, je sous-évalue. Donc, quand je vais le revendre, je vais avoir une plus-value latente, etc. Et je repars à zéro en termes d'années de détention si on l'a en nom propre. On sait très bien que pour la plus-value des particuliers, au plus on détient le bien longtemps, au moins on va payer de plus-value dans le temps. Donc, il y a toutes ces considérations aussi à avoir après, si on veut faire quelque chose de correct et de cohérent, qui soit intéressant sur le long terme.
Voilà, donc ça s'est fait un petit peu naturellement, hein, en toute honnêteté. Quand je l'ai fait à l'époque, je ne pensais pas vraiment à toutes ces options-là, hein. Mais le côté fonceur, mais voilà. Et du coup, tu as quand même de la bouteille parce que si tes premiers invests, ils sont de 2007, tu as dû connaître les taux à 3-4% d'avant, quoi. 4,55 le premier, ouais. Ouais. 4,55. Ah, ça fait du bien de l'entendre quand même. Je pense que de se dire qu'en fait, on n'est pas Ouais. mort parce qu'il y avait des taux à 4,55, quoi. Non, non, pas du tout. La problématique des taux aujourd'hui, on pourrait en parler des heures. Ceux qui ont peur d'acheter parce qu'il y a un taux à 2 ou 3%, c'est une hérésie de se freiner pour cette raison-ci, à mon sens, hein. On n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais les deux options, soit les taux continuent d'augmenter et la personne qui a acheté aujourd'hui à 3%, sera contente d'avoir acheté à 3 plutôt qu'à 4, 5, 6, 7 si ça augmente, ou soit à l'inverse, s'ils redescendent, il y aura toujours, le cas échéant, la possibilité de Bah renégocier. ouais. Et si ce n'est pas le cas, quand bien même, si on investit, qu'on fait les choses correctement, et je suis sûr et certain que les auditeurs, les auditrices de ton podcast, les investisseurs sereins, forcément, vont faire les choses Ah bah vous correctement. avez intérêt, hein? L'idée, c'est d'investir et d'investir correctement. Alors, même, c'est pas que le but, que l'objectif exclusif de chercher que du rendement, mais ça fait partie aussi de l'équation. Et donc, forcément, si on met un rendement à 7, 8, 9, 10% versus 3% de taux, il reste quand même une belle marge, voilà, où ça tourne tranquille, hormis la plus-value potentielle latente, tatati tatata. Donc voilà, donc il y a quand même une marge, voilà, on en laisse au final 1-2% de plus qu'il y a 2 ans. Est-ce que c'est ça qui doit nous empêcher d'investir, quoi, de diminuer la marge d'un point, 2 points? Très bien, ça fait du bien à tout le monde, je pense, de l'entendre. Du coup, on en était à... Vous avez donc racheté en SCI à l'IS ou à l'IR? Ça m'intéresse toujours. À l'IR. À l'IR, donc parce que tu l'avais en revenu foncier au début, cet appart, Tout à fait. et en revenu foncier via SCI à l'IR, quoi. C'est le même... Tout à fait, parce que quand j'ai racheté, il était loué en nu, et donc du coup, il n'y avait pas spécialement le choix. Après, nous, ça nous convenait très bien dans le sens où à l'époque, donc moi j'étais fonctionnaire, ma compagne était aide médico-psychologique, donc des revenus limités. On était sur la TMI à 11%, peut-être qu'elle était à plus ou moins à l'époque, hein, mais on était sur la première tranche. Ma foi, l'imposition, c'était pas confiscatoire pour nous dans notre cas. Il y avait quelques petites dépenses d'amélioration, etc. Donc l'IR, ça nous convenait très très bien. Donc voilà, on est resté Donc là-dessus. ensuite, vous avez acheté un T2 à Poitiers. Là, Voilà, un du autre coup, tu as fait de la T2. location nue ou est-ce que tu es parti sur autre chose? Alors, de la location nue, est-ce que ça s'est présenté comme ça? Je commence à refaire des recherches pour refaire le même type d'opération, petit appartement, petite copro sans syndic professionnel, pas des grosses barres, pas des trucs, etc. Et de fil en aiguille, j'avais des copains qui étaient dans l'immobilier, etc. Donc, je vais les voir, je pousse les portes, je regarde les annonces, je regarde le bon coin. Et un de ses amis, voilà, avait une opportunité d'un appartement qui se vendait loué. Et donc, ça a matché, ça a convenu. C'est un appartement qui me plaisait. Et donc, je l'ai acheté loué en nu, donc en nom propre également avec madame à Pourquoi pas l'époque. SCI à l'IR, du coup, pour cette opération? La SCI à l'IR, c'était juste pour faire le refinancement en soi, en fait. Exactement. Et j'ai un doute, mais alors ça a dû se faire juste après, ou juste avant. Et donc, j'ai un doute sur la chronologie, mais il me semble que cet appartement était avant le refinancement. Et donc, je repartais sur un schéma non propre, classique, etc. Et j'avais pas encore ces notions de société, CILIR, notamment pour échapper à l'indivision, pour éventuellement faciliter la transmission, le cas échéant, etc. J'avais pas encore ces notions-là. Donc, premier appartement pour me loger, mise en location, deuxième appartement, deuxième investissement, et après, refinancement du premier. Voilà. Et ensuite, alors, donc je sais Voilà. qu'à la fin, il y en a plus des apparts. Donc, ensuite, tu as dit, vous êtes parti sur un petit immeuble, c'est ça? Voilà. Et donc, de là, l'envie d'aller, j'ai compris un petit peu les mécanismes, les systèmes de force d'expérience, et puis commencer à me documenter de façon un peu plus sérieuse. Et de là, oui, objectif de trouver un immeuble de rapport sur Poitiers avec à la base, peut-être un budget de environ 250 000 euros, hein, pour remettre un peu dans le contexte, en 2017-2018. Une belle opération qui était quasi faite, etc. Et au final, je me suis cassé les dents avec le financement, la banque en dernière minute, changement de conseillère qui tombe enceinte, etc. Je tombe les mains d'un remplaçant, d'une autre, etc. Oui, oui, ça doit se faire. Oui, oui, ça doit se faire. Oui, 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 tout est bon, tous les fonds se tombent verts.
Et ça traîne, ça traîne, ça traîne. Au dernier moment, la conseillère m'appelle, me laisse le message, bah non, on peut pas vous financer. Bon, bah, je pars en vacances. Merci, au revoir. Et Oh. voilà, j'essaye de la recontacter le vendredi après-midi, terminé, bonsoir, et pas de, sans aucune explication, sans rien. Et donc, j'étais vraiment très, très frustré parce que c'est une opération où j'avais commencé à poser les chiffres, etc., qui était vraiment très intéressante. Et puis, j'ai été engagé avec le vendeur. J'avais ramené les garanties parce que jusque-là, le chemin sur le financement était, tous les signaux étaient ouverts. Et au final, non, la pièce n'est pas tombée de mon côté. Il y a pas de raison particulière à ça. J'étais bien Tu l'as dégoûté. acheté ou pas au final? T'as trouvé une solution? Et non, ben pour celui-là, non, pas du Oh tout. non! Voilà, j'ai pris ma première grosse déception. J'ai appris, etc., qu'il fallait, ben voilà, se sécuriser, de voir, d'accompagner, que c'était pas la parole d'une autorité, d'une façon générale, n'était pas fallait pas prendre pour argent comptant et plutôt s'assurer aussi par soi-même de certains trucs. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, justement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux aspects. Il y a le côté où, quand tu as un prêt et quelqu'un te dit oui, oui, il faut pas que tu lâches l'affaire parce qu'il faut pas que tu laisses traîner. Parce que quand tu as un oui, ça veut pas dire que ça va rester oui encore la semaine prochaine. C'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est exactement ça. Et en plus, les délais, souvent, il y a la clause qu'on met très très souvent dans les compromis, qui est la clause d'obtention de crédit. Et donc, bah, si on n'a pas le crédit, bon, bah, on peut se rétracter, etc. Très bien. Et souvent, il faut 3 mois. Souvent, c'est la règle. Après, c'est vraiment très très libre, hein, ça peut varier. Il y a juste un minimum de 45 jours à pas aller en dessous. Mais sinon, souvent, c'est 3 mois et de là, ça passe à la vitesse de l'éclair, surtout que les banquiers sont débordés, vont l'être un peu moins avec les refinancements, etc., mais étaient vraiment débordés avec toutes les deux sollicitations de refinancement, toutes les demandes de financement en résidence principale, beaucoup de personnes qui passent à l'investissement. On a vu en France ces dernières années le nombre de transactions d'une façon générale grimper, passer de 700, 800, 900 et passer la barre du million. Et donc, le nombre de transactions augmente, le nombre de refinancements, etc. Donc, et le nombre de banquiers, comme beaucoup d'entreprises, un peu de licenciements, un peu de trucs, etc., le nombre de banquiers en face diminue. Donc, plus de demandes, moins d'offres. Et donc, bah, les banquiers sont dépassés pour beaucoup. Donc, il ne faut pas leur jeter la pierre spécialement. En plus, qu'ils ont, pour beaucoup, vraiment beaucoup de Mais vacances peut-être que aussi. cette année, il y en a moins, non, des transactions. Je sais pas exactement les chiffres en termes de nombre de transactions, mais je sais en nombre de financements bancaires, en tout cas, il y en a beaucoup moins que l'année dernière. En nombre de financements bancaires, il y en a beaucoup moins. Donc peut-être que là, sur cette époque, en ce moment, les banquiers sont peut-être d'une façon générale plus disponibles, mais quand bien même. Vraiment, hein, le conseil, c'est comme tu as dit, de ne pas lâcher. Si le banquier part et qu'on bascule sur un autre conseiller, d'être vraiment vigilant, de tout booker avec le banquier qui nous accompagnait jusque-là pour bien qu'il y ait la transition, etc. Voilà, parce que des fois, pour peu, moi, dans mon cas, j'imagine que bah, mon dossier, il était mis sur le côté et il n'y avait aucun problème particulier. C'est juste que j'ai pas spécialement relancé plus que ça. Je les ai pas marqués à la culotte et changement de conseiller. Le dossier n'est pas arrivé plus que ça là-dessus et la personne n'a pas plus que ça étudié. Partait en vacances, on n'était plus dans les délais. Elle m'a dit non, plus. Ouais, parce que ça l'a Voilà, saoulée, ça l'a qu'elle saoulé, avait pas le c'était plus temps, tu simple sais et pas, quoi, voilà. ouais. Et donc, c'est même pas que j'étais pas finançable parce que tu vois, sur cet épisode, quelques semaines, quelques mois après, ma banquière avait donc mis fin à son congé Elle est maternité. revenue. Elle est revenue et de là, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je comprends pas. Elle me dit, bah, moi non plus. Écoute, tu es finançable à hauteur de, il n'y a pas de problème, etc., etc. Et cetera. Et donc, de là, je suis reparti en bataille, en recherche avec mon petit bâton de pèlerin et voilà, et donc je suis tombé sur une belle opportunité à Poitiers, un immeuble de rapport de 5 appartements de 350 mètres carrés en tout. Et voilà, Ah, mais et c'est là, pas pour des le petits coup, appartes, ça. Attends, ça fait 70 mètres carrés par appart, t'en as 5. il y en avait 5, un de 90, deux de 85 et un de 40 et un studio. Voilà, Ok, avec une ok. terrasse, etc., une cave aussi. Et Et ouais, du coup, ouais. ça a été quoi ta stratégie? T'as refait des découpages ou t'as tout laissé tel quel? Il y avait beaucoup de travaux? Comment c'était? Alors, il y avait vraiment pas beaucoup de travaux parce que la personne à qui j'achetais, c'est une personne qui détenait en plus une boîte de bâtiments, une personne qui avait à l'époque 65 ans, qui allait partir à la retraite, mais qui avait une boîte de bâtiments et donc qui avait vraiment déjà tout pensé, tout refait. Enfin, c'était vraiment clean. Donc, c'est une acquisition que j'ai fait encore une fois à 110%. Donc là aussi en nom propre avec madame, parce que SCILIR, tu sais, on peut pas faire de meublé. Là, j'avais vraiment pour objectif de faire du meublé. Donc, soit c'était une société à l'IS, soit c'était en nom propre. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Donc, financement 110%. En budget travaux, il y avait 20 000 euros de travaux, j'avais prévu en budget travaux, qui me permettaient de refaire vite fait juste une cuisine, une salle de bain et deux, trois petites bricoles de peinture. Il y avait vraiment pas grand-chose à faire et en même temps d'obtenir un différé
qui allait pouvoir m'arranger aussi. Et voilà, tout allait très vite. Et donc, j'ai découpé un appartement pour le revendre, dans le même esprit de, encore une fois, de me ressortir de la trésorerie pour être en sécurité. Donc, j'ai décidé de découper, de revendre l'appartement de 90 mètres carrés qui était le plus grand, dernier étage, mais qui était avec un toit cathédrale, qui était magnifique. Mais par contre, sur la location, sur le rapport locatif, c'était pas du tout celui qui serait le mieux valorisé parce qu'il y avait que 2 chambres avec 2 salles de bain indépendantes aux chambres. Et donc, on ne pouvait pas créer une troisième pièce, etc. Donc, c'était un T3 de 90 mètres carrés, toit cathédrale, qui était magnifique, donc qui se portait plus sur une résidence principale, quelque chose comme ça, pour un coup de cœur. Et donc, j'ai fait ce choix-là pour exploiter les 2 autres appartements T4, 85 mètres carrés en colocation de base, et après le studio et le T2 en courte durée. Voilà. Et tout ça en étant à 600 km, en étant dans le Nord. Alors, sachant que, donc, entre guillemets, je considère qu'à partir de cet immeuble-là, tu es quand même passé à la vitesse supérieure. Donc, est-ce que tu avais des collègues ou des gens qui t'ont inspiré pour te dire, attends, maintenant, j'arrête avec mes petits apparts, là, maintenant, je passe sur l'immeuble. Enfin, comment t'as switché? Ouais, tout à fait. Ben, force d'expérience avec ces 2 premières expériences positives, bah, du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus, à lire des livres, à regarder des chaînes YouTube, regarder des tutos, etc. Vraiment renseigner sur la fiscalité, d'échanger avec des amis qui étaient dans le secteur de l'immobilier, hein, qu'ils soient dans les agences, etc., avec ma notaire, avec ma banquière, enfin, vraiment avec tout le monde, de commencer vraiment à me mettre dedans. Mais vraiment à 300%, de dire en effet, il y a des choses qui peuvent se faire. Voilà, j'avais pas spécialement beaucoup de personnes dans l'entourage qui faisaient, dans l'entourage directement proche, mais par contre, tu sais, avec les réseaux, etc., comme bah, toi avec ton podcast, bah, voilà, tu as des histoires, tu as des personnes, toi-même tu fais énormément de choses, bah, tu peux divulguer des conseils, etc., et ça peut inspirer. Et donc, fort de cette expérience, bah, voilà, en écoutant un petit peu des histoires, en voyant, en ayant compris déjà les mécanismes, en l'ayant expérimenté à basse échelle, bah, je me suis dit, bah, vas-y, feu, on va scaler tout ça et puis on va passer à la vitesse supérieure. Trop, trop bien. Et du coup, la location courte durée, pareil, c'est quand même un cap à passer. Il y a beaucoup de même personnes qui peuvent avoir des a priori en se disant, ah, ça prend trop de temps. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'imagine qu'il y a des a priori avant de se lancer en location courte durée. Comment tu as fait sauter ça? Enfin, pourquoi tu t'es dit, je vais faire la location courte durée? Alors, l'objectif, il était à cette époque déjà de rentrer sur Poitiers et ça faisait 1 an, 2 ans que je me confrontais à des refus de mutation, etc. Et de là, avec d'une part l'objectif de faire grandir, évoluer ce patrimoine, de continuer à faire de la rentabilité, etc., avec cette volonté vraiment d'y aller à fond. Et deuxièmement, avec l'objectif, ben, pourquoi pas, ce qui commençait à rentrer dans ma tête, ben, écoute, si je ne peux pas rentrer à Poitiers par la voie professionnelle, salariée, classique, par voie de mutation, ben, je vais me trouver moi-même ben, voilà, mes sources de revenus et à travers l'immobilier, a priori, de tout ce que j'ai pu voir, lire, entendre, écouter, c'est possible de se créer sa liberté financière et géographique, ben, je vais axer sur cette voie. Et un des leviers, un des moyens pour y accéder quand on est quand même full à crédit, parce qu'il y a quand même des crédits en face, et qu'on n'a pas non plus un parc de malades, et exclusivement des revenus tirés de la location. Il y a pas d'héritage, il n'y a rien, il n'y a pas de somme à côté, il y a pas de rente annexe. Ben, un des moyens pour générer du revenu supplémentaire, c'est la courte durée. Donc, par rapport aux invests, donc on avait le studio de départ, le T2, l'immeuble avec ses plusieurs appartements, mais le dernier étage, tu l'avais vendu et tu as gardé les autres en coloc et location courte durée. Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis ou est-ce qu'on a fait le tour? Avant de démissionner, en fait, l'immeuble voisin de la dernière acquisition était détenu par la même personne qui m'avait vendu et il avait les deux. Et donc de là, je me suis dit, bah tiens, on a fait une belle affaire quand même, c'était sympa. Est-ce que vous ne seriez pas vendeur à tout hasard à côté ou d'autres choses, voilà. Et de là, il m'a dit, bah non, pas spécialement. Maintenant que vous me posez la question, bon, je vais étudier ça avec ma femme, je reviens vers vous. Et on allait trouver un accord, et tiens, pourquoi pas, et ça a matché, puis on allait trouver un accord. Et là, j'étais encore en poste. Je me dis, bah, tiens, fais attention, parce que si demain tu perds ton emploi, bon, bah, l'accès au crédit, c'est mort, etc. Donc, si tu dois aller voir les banques, vas-y, feu maintenant. Chose que j'ai fait. De là, les banques m'ont dit, bon, bah, Ismaël, et notamment ma banque, t'es bien gentil, tes investissements, ça tourne super bien, c'est bien cool ce que tu as fait. Par contre, là, tu viens de t'endetter à 400 000 euros il y a 6 mois sur 20 ans, tu es encore en différé. C'est pas possible de te remettre une rallonge à 500 000 euros là tout de suite maintenant. Tu as ta résidence principale, tu as les 2 autres apparts qui tournent. Là, Ah c'est oui, tu pas avais ta possible. résidence principale en plus à côté, ouais. Ouais, voilà. Et donc, bah là, t'es bien gentil, mon coco, mais merci, mais non merci. Il faut que tu attendes un peu, quoi. Et Je du fais, coup, ah tu as ouais. fait quoi?
Et donc là, je dis, bah, d'accord, bah, je peux bien attendre une semaine, 2 semaines et revenir te voir ou dans un mois. En rigolant, on me dit non, non, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et donc de là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas l'association? J'ai pensé à l'association parce que bah, forcément, il y a d'autres personnes qui n'ont pas le taux d'endettement, etc., avec qui ça pourrait matcher. Et donc j'ai travaillé en ce sens. J'étais parti initialement pour m'engager avec un collègue pompier. Pareil, on était à 2 doigts de trouver le financement, etc. Au final, la pièce est tombée du mauvais côté. Et force de travail, et là, j'avais de la chance quand même, encore une fois, il y a des fois une part de chance aussi, c'est que le propriétaire n'étant pas initialement vendeur, n'était pas spécialement pressé. Par contre, au fur et à mesure des refus que j'avais sur ce dossier pour le financement, le temps passant, je commençais à me dire, bon, Ismaël, je vais le remettre en vente, je vais le mettre en agence, pourquoi pas même à la découpe, et voilà quoi. Donc, si tu dois y aller, donne-moi des garanties rapidement, parce que là, sinon, je vais le mettre sur le marché. De là, donc du coup, avec les fruits de la vente de l'autre appartement, donc il y a une partie que j'ai dû mettre pour rembourser le crédit, parce que c'est un crédit hypothécaire. Mais bon, bref, passons les détails. J'ai pu récupérer quand même une partie, ce qui m'a permis de découvrir d'autres classes d'actifs et notamment du private equity, donc d'investir en direct dans des boîtes et ce qui m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. Donc, j'aurais partagé ce projet-là, de dire, bah, écoutez, moi, je suis coincé sur le financement, etc. Par contre, voici le projet, voici ce qui est possible de faire. Voilà, et donc là, ça a matché avec plusieurs personnes, etc. Et sur un process un petit peu de sélection, etc., on s'est mis d'accord. Et donc, je suis parti sur un financement commun avec d'autres personnes. Et là, donc, l'acquisition a pu se faire à travers l'association. Donc, soit je ne suis pas propriétaire de 100% de l'immeuble, mais mieux vaut une petite partie que rien du tout. Et en plus, dans ce cadre-là, c'est une aventure commune à partager et ça enlève pas de plaisir, Et au du coup, sur contraire. cet immeuble-là, ça c'est super intéressant parce que, en même temps, je trouve que nous, par exemple, avec Cyril, on s'est jamais associé avec quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Parce que tu n'as jamais été bloqué. Ouais, en l'occurrence, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi quelque chose qui fait peur en mode, ok, mais du coup, maintenant, je vais devoir rendre des comptes à quelqu'un. Si j'ai sous-estimé les travaux, bah, du coup, il y a des gens qui vont tomber dessus. Tu vois, il y a le côté là un peu. Et en plus de ça, équilibrer le côté que toi, tu es, j'imagine, actif et que tes co-investisseurs sont passifs. Tout Et à du coup, fait. tu dois être un peu plus rémunéré du fait de ton action Tout à fait. effective. Donc, du coup, comment tu as géré ça? Alors, c'est une bonne question. Je te réponds sur la deuxième, mais juste après, avant de dire, bah oui, ça fait peur de s'engager, etc. Mais regarde, tu l'as fait avec ton conjoint. Ouais. Je ne sais pas si tu es marié ou pas. Si, on s'est mariés après avoir acheté le troisième immeuble en plus. Troisième immeuble, vous avez acheté en nom propre ou pas? Ouais, en nom propre, toi En nom 50-50 propre, avant, ouais. vous êtes sous le coup de l'indivision. Demain, vous vous séparez, vous divorcez, ce que je vous souhaite absolument Ah pas. bah on est mal barré. Ouais, Il y en ouais. a un qui veut vendre, mais tu es obligé de vendre, de racheter ses parts, machin, vous mettez d'accord, et ça force à la vente. Tu es obligé, tu n'es pas protégé par les statuts d'une société, etc., etc. Donc, potentiellement, toi, tu es plus exposé en nom propre que moi, je vais l'être à travers une structure, une société où il y a des statuts, potentiellement un pacte d'associés. Donc, potentiellement, ça protège plus. Mais ça engage quand même, mais allez, d'un point de vue même moral, je suis d'accord avec toi, mais d'une façon générale, allez, l'opération ne se déroule pas bien ou alors l'entente n'est plus là. Au pire, on vend. Mais si on a fait les choses bien, parce qu'on écoute ton podcast, on a bien acheté, on a bien valorisé. Donc, même si on vend rapidement, potentiellement, on tombe sur nos pattes et puis merci, au revoir. On a tenté une expérience, c'est pas fructueuse. Au pire du pire, tu sais, j'aime bien voir un projet, un objectif. Allez, dans le pire, qu'est-ce qui Bah arrive? oui, ça, c'est super bien l'exercice du pire. Ouais, ouais. Voilà. Et tu vois, le pire du pire, je revends, merci, et je repars avec mes Ouais, sous et avec c'est mon mieux que sac de et rien merci, au faire. revoir. Ouais, ouais. Et puis je précise aussi à l'audience que en fait on peut mettre absolument ce qu'on veut dans les statuts de la SCI ou le règlement ou je sais pas comment ça s'appelle Les statuts, puis après, le le pacte pacte d'associés, ouais. d'associés et que vous pouvez très bien dire que c'est pas parce qu'il y en a un qui veut vendre qu'on est obligé de vendre. Enfin, vous pouvez mettre un peu les règles que vous voulez en voyant ça, j'imagine, avec un spécialiste, un juriste, un notaire qui vous accompagne. Exactement, c'est une des puissances des sociétés, quelles qu'elles soient, c'est ça, c'est le fait que ce soit régi par des statuts et c'est pas le droit commun qui s'applique. Et donc les statuts, potentiellement, on en fait plus ou moins ce qu'on en veut, voilà, d'un commun d'accord. Et donc ça permet de sécuriser pour pas mal des aspects. Après, je suis pas la personne la mieux placée pour parler d'un point de vue vraiment purement technique juridique, mais bon, les notaires, les avocats, les comptables après pour développer ça. Mais vraiment, la société, c'est ça. C'est vraiment la grosse différence, c'est que ça protège, quoi. Et on n'est pas sous le coup de l'indivision comme on peut être en nom propre. Voilà, c'est un des gros points de différence. Et puis également, potentiellement, ça a des avantages même pour anticiper une éventuelle transmission, notamment avec des enfants pour ceux qui en ont.
ou même d'autres proches, etc. Même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, justement, la transmission, on sait que de frère à sœur, etc., on est lourdement taxé. Mais le fait de transmettre des parts comme ça ou des démembrements de parts, etc., etc., après, on rentre dans un process un peu plus complexe, mais ça ouvre des perspectives, le fait d'être en société, de transmission beaucoup, beaucoup plus simplifiée et moins onéreuse d'un point de vue de la fiscalité. Voilà. Et pour en revenir sur ta deuxième partie de Oui. question sur les associés, comment définir tout ça? Alors, chacun fait comme il l'entend et dans notre cas, ça s'est traduit parce que donc on est quatre associés, on est même sept avec les conjointes, mais on est quatre couples, on va dire, un qui est tout seul. Et donc, moi, je suis le seul sur place déjà, sur la région géographique, et donc je suis en effet le seul opérationnel. On a mis en gestion, il y a 5 appartements et 2 locaux commerciaux. Les 2 locaux commerciaux, on le traite en direct avec la société. Les 5 appartements, initialement, on les a mis en gestion locative via une agence. Et en effet, moi, sur place, il y avait un appartement à rénover totalement, etc. Donc, j'ai fait la gestion avec les entrepreneurs, etc. D'une façon générale, je suis l'interlocuteur, je suis actif, je suis vraiment sur place. Les autres sont passifs, mais on s'est entendu non pas sur une rémunération. Il n'y a personne qui est rémunéré aujourd'hui, parce qu'en plus, on est en déficit, donc on ne peut pas sortir de dividendes, etc., etc. Mais indépendamment de ça, l'équilibre s'est trouvé dans la répartition des parts qu'on a définie initialement, en fait. Ok, donc tu as entre guillemets un bonus du fait que tu sois partie active et eux, ils sont passifs, du coup. Ok, Voilà, tout un à fait. bonus de participation. Enfin, quand je dis bonus de participation, c'est-à-dire tu as plus de pourcentage de la SCI par rapport à ça. Ok, bah c'est hyper clair. Et du coup, ça, c'est ton dernier invest. Par Exactement. rapport à la location courte durée, parce que moi, je voulais creuser un petit peu ce point. Je sais que moi, j'avais entendu ce conseil et moi, je l'applique toujours. C'est que quand tu achètes, évidemment, tu essayes de viser la meilleure rentabilité possible. Et si tu bascules en location courte durée, l'objectif, c'est que tu doubles cette rentabilité. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ou pas? C'est-à-dire qu'en gros, si tu as 8% en longue durée, ça sert à rien de faire la location courte durée pour avoir 10%. Du Ah coup, il faut ouais. quand même que tu aies un gap de renta suffisamment important pour que ça vaille la peine de se faire tout ce travail. Ah si, si, non, mais clairement, mais même plus que doublé. Après, je te dirais pas, il faut X% de rentabilité. Et je t'avouerai qu'aujourd'hui, moi, je ne calcule plus les rentabilités sur la courte durée parce que c'est assez contraignant si tu dois faire un calcul précis. C'est plus simple à le faire sur du locatif classique où on va dire, les flux d'entrée et de sortie sont quand même plus simples à prévoir. Mais oui, il faut plus que doubler la rentabilité dans le sens où tu as le rendement, tu as l'investissement, la valorisation, parce qu'indépendamment de la rentabilité, demain, tu me donnes un appartement à Paris, Champs-Élysées, qui fait 1% de rendement, ben, je le prends, je suis content. Même si au final, avec l'inflation, avec le truc, je vais perdre du pognon d'un point de vue revenu, rendement tout de suite, mais la valorisation est telle, etc. Et c'est tellement patrimonialement parlant puissant qu'il faut voir dans son ensemble, mais d'un point de vue purement flux, rentrée d'argent et ressortie, de cash flow, de rentabilité, de revenus, oui, il faut bien plus doubler à mon sens, dans le sens où tu vas faire plus que 2 fois de taf, d'engagement, d'énergie, d'emmerde aussi, si on peut parler poliment comme ça sur ton podcast, je me le permets. Oui, oui. C'est pas 2 fois plus de revenus, c'est 3 fois plus de revenus dans ma tête. Ouais, ah ouais, donc c'est intéressant, ça donne de l'espoir. En gros, si j'ai un appart, j'imagine, j'ai un appart que je loue 500 euros en location longue durée, toi, tu me dis, c'est non pas 1000 qu'il faut que tu vises, mais il faut que tu vises carrément 1500 parce que faut que, entre guillemets, tu sois vraiment rémunéré pour tout le travail que ça va te demander, quoi. Exactement, ouais, Ok, donc exactement. le x2, c'est le minimum strict, quoi. Bon, en tout cas, il faut pas passer Et, en dessous de et cette le barre, x2 quoi. en termes de revenus, mais même plus que x2, parce qu'en termes de charges, tu vas les augmenter. D'un point de vue purement financier, Oui, oui, oui. indépendamment des emmerdes, tu vas avoir toutes les charges électriques, Internet, frais de ménage, du coût du mobilier supplémentaire, même pour ceux qui font déjà du meublé. On va fournir les draps, etc., des sites, l'engagement des abonnements sur des channel managers, sur l'Internet, etc., potentiellement, enfin, vraiment des services un peu plus poussés et donc qui ont un coût d'acheter, je sais pas moi, tu as un appartement où tu vas avoir 2 lits, 2 chambres, ou alors un canapé lit, une chambre. Tu vas avoir donc potentiellement 2 lits à habiller. Ben, il va te falloir potentiellement 2, 3, 4 jeux de draps si tu veux faire un turnover avec ta société de ménage et pour qu'ils soient à l'aise. Ben, 3 jeux de draps sur 2 lits, ça fait 6 jeux de draps. 6 jeux de draps,
en 160, etc. Ben, tout ça, ça a un coût. Drap housse, housse de couette, tête d'oreiller. Ça paraît bateau comme ça, mais tout Donc, du cumulé. coup, cette personne qui a un appart à 500 euros en longue durée, s'il le passe en location courte durée, il faut qu'il se dise qu'il fasse au moins 1500 euros par mois de chiffre d'affaires. Et au final, ça Voilà. va revenir peut-être à 1000, 1100 euros dans sa poche, avec peut-être les 400 euros de frais, entre guillemets, inhérents à la mise en location. Ce serait un peu C'est cohérent ça. comme ratio? C'est ça, grosso modo. Ouais, bah, tu rajoutes oui, un Internet, des frais de ménage, d'entretien de la literie. Est-ce que tu vois pour dire, ah, tiens, j'ai investi en plus sur le mobilier, ou alors est-ce que je le retrouve, est-ce que ça me fait de la charge sur l'amortissement? Bon, c'est Ouais, c'est des compliqué petits ajustements, mais en gros, des petits ajustements, mais en gros, t'es pas mal, ta fourchette, elle est ok, cohérente, ouais, ok. exactement. Ouais. Ouais, Donc, ouais, ouais, donc ouais. en fait, même si on a un appartement équivalent 500 euros longue durée, 1000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. Faut taper plus haut pour que ça finisse à x2 Tout à en fait. Mais net après, net dans la poche, quoi. si t'as un appart de 500, toi, tu es en province, enfin, tes investissements Ouais, ils sont sont à Metz, les miens. à Metz, voilà, ville de taille moyenne. Je ne sais pas quel est l'état du marché immobilier aujourd'hui, le rendement locatif, etc. Mais si c'est grosso modo comme sur Poitiers, bon, là, ça a pas mal fluctué dernièrement, mais aujourd'hui, tu dois être sur un prix moyen, allez, je caricature, mais en plus, ça facilite les calculs. 2000 euros du mètre en acquisition. Donc, bon, allez, un T2, 50 mètres carrés, tu as 100 000 euros. Tu vas avoir un crédit sur 20 ans, et les taux actuels approximativement à 500 euros. Tu vas pouvoir le louer, grosso modo, à 10 euros du mètre, donc 500 euros, grosso modo. Pour le louer, 1500. Pour tous ceux qui sont sur des villes, en tout cas de province. C'est ça qui est intéressant, toi, tes appartes, ils sont à Poitiers dans le centre, les appartements que tu as passés en location courte durée. Donc, tu en as au total combien des locations courte durée? 6 actuellement et bientôt Ok. 7. Et ton parc, tu as quand même gardé une part en coloc et en longue durée, ou est-ce que tu as absolument tout basculé en courte durée? Que de la longue durée. J'ai plus de colocs. Les colocs, je les ai mis en courte durée. Voilà. Et sinon, après, c'est de la longue durée, pardon, de la location nue classique. Voilà, il reste 3 apparts qui sont loués en location classique dans le dernier immeuble qu'on a fait en association. Il y en a 2 que moi je loue à la SCI et que j'exploite en courte durée, en Ok. sous-location. Du coup, il y a les 4 initiaux de l'immeuble à côté, les 2 anciennes colocs et les 2 courtes durées qui y sont, donc ça fait les 6. Et le deuxième invest que j'ai fait qui était loué en nu, là je suis en train de le vendre, etc. Et donc je bascule en courte durée le temps de la vente. Ok. Et du coup, tu as fait ton petit calcul et tu allais nous dire le résultat par rapport au fameux. Voilà, donc si tu veux tirer un chiffre d'affaires de 1500 euros par l'appartement, etc., il faudrait louer 25 nuits à 60 euros ou alors 20 nuits à 75 euros en fonction, etc., etc. Allez, après, à voir si on prend les frais Airbnb, Booking dedans, oui, non, Ok. mais bon. Voilà l'ordre d'idée, chose qui est largement réalisable voilà, sur les villes de taille moyenne où il y a possibilité de se démarquer, de faire les choses Et bien. toi, bon, en l'occurrence, toi, tu es spécialisé Poitiers. Comment tu sens le marché de la location courte durée à Poitiers, par exemple? Tu te dis que ça commence à être saturé, qu'il y a de plus en plus de concurrence. Comment tu vois les choses? Parce que c'est ce qu'on entend maintenant, il faut être pro, c'est fini les amateurs. Enfin, on entend ça un peu sur les réseaux, en location courte durée, en l'occurrence. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Clairement, clairement, ce que tu viens de dire, je partage 1000 fois. Mon expérience, elle est somme toute récente, mais comme le marché de la location courte durée, moi, ça fait 5 ans du coup que j'ai commencé ça. Et du coup, oui, si je le ressens pleinement, qu'en effet, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de concurrence. Et ça se traduit potentiellement sur les réservations, sur le taux de remplissage. Et il faut faire les choses de façon vraiment plus pointue pour se démarquer, etc. Et donc, initialement, ça peut se comprendre comme un marché qui arrive. Le Airbnb arrive, de n'importe qui mettait sa piole sur Airbnb, une vieille photo dégueulasse avec son téléphone, avec le store qui est de travers, tout cassé, tout sombre, avec un vieux rideau taché, où tu dis, tiens, ça pue la clope là-dedans. Bah, pour y cartonner, il louait sa chambre à 20-30 balles et c'était rideau parce qu'il n'y avait que ça. Après, on commençait à se démocratiser un petit peu les appartements entiers. Et comme moi, dans mon cas à Poitiers, avant sur Booking, tu tapais appartement, je sais pas moi, de 2 personnes, 4 personnes Poitiers, tu avais peut-être une page et demie, voire deux grands max sur Booking. Aujourd'hui, tu dois en avoir 5, 6.
Voilà, c'est rempli. Donc oui, en effet, l'offre s'est Mais est-ce démultipliée. que la demande aussi s'est démultipliée? Est-ce que tu penses aussi qu'il y a de plus en plus de... Enfin, est-ce que tu arrives quand même à remplir comme il faut pour que ce soit rentable pour toi ou est-ce que tu galères quand même des mois? Tu as le droit de te confier si jamais c'est galère des fois. Moi, je galère pas et je suis vraiment très très bien. Et d'une façon générale, je suis assez bien, vraiment satisfait de mon taux de remplissage. J'avoisine les 80% sur l'ensemble des biens jusqu'à aujourd'hui et dont même plus de 20% en direct. C'est une chose dont je suis assez content, assez fier. Assez content parce qu'on s'exonère des frais Booking et Airbnb hein, qui sont de l'ordre de 18%. La demande, en effet, la demande, elle a explosé aussi, elle a augmenté parce qu'il y a de plus en plus de flux de mouvements de mobilité, que ce soit dans les boîtes, les gens qui travaillent à droite, à gauche, etc. Des gens qui voyagent, il y a plus de temps libre aussi, des gens qui traversent la France, des étudiants qui rentrent voir leur famille, qui doivent tout traverser, qui font une halte, etc. Donc il y a vraiment des demandes pour de la courte durée qui augmentent vraiment d'une façon générale, mais l'offre a tellement augmenté que ça comble pas la hausse de la demande à mon sens, et donc il y a quand même plus de concurrence et il commence peut-être à avoir un déséquilibre qui se fait. Je l'ai ressenti vraiment cette année, moi, sur le mois de janvier et là, de mois de juin, où j'ai vu quand même un taux diminuer. Après, peut-être parce que j'ai plus d'appartements aussi dans le même temps, mais je pense pas que ce soit ça, mais vraiment quand même un petit taux qui a baissé sur ces 2 mois de façon assez significative, chose qui n'était pas avant où j'étais vraiment full, full, full. Voilà. Et donc là, ouais, tu commences à percevoir un petit peu et voilà, c'est dans ce sens où je te rejoins. En effet, voilà, c'est pas une sinécure et en effet, c'est un marché où pour celles et ceux qui veulent se lancer, il y a, j'imagine, plein de belles choses à faire de façon assez simple dans beaucoup de villes. Mais dans les villes un peu plus saturées, bah, il faut se démarquer, il faut se professionnaliser. Et dans tous les cas, si on a envie de se lancer, il faut le faire avec le cœur et d'être heureux de le faire et d'y aller, de faire les choses bien. Enfin, c'est la vision, je pense, que tu as également sur tes invests. Et Tout voilà, à ouais. fait. Bah, nickel. Est-ce qu'il y avait encore des points là qu'on n'a pas abordés? Parce que on a un peu creusé la location courte durée. Moi, j'avais quand même envie de te demander l'avis parce que je sais que ça, c'est un peu un débat qu'on a, notamment des fois avec des gens qu'on accompagne ou même d'autres personnes à l'extérieur. C'est par rapport à la localisation des courtes durées. Parce que nous, on peut se rendre compte que des fois, il y a des endroits perdus, un peu paumés en France, où ça peut quand même cartonner. Parce qu'en fait, on pense toujours qu'investir en location courte durée, c'est forcément dans une grande ville touristique. Alors les gens, ils pensent toujours aux touristes. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de travailleurs. Enfin, quel est ton point de vue? En gros, si tu parlais à quelqu'un qui voudrait investir en location courte durée parce qu'il sait qu'il veut vraiment se dégager du cash flow parce que bah, il n'a pas une énorme capacité d'endettement, tu aurais envie de lui conseiller quoi sur la localisation de la location courte durée? Et comment est-ce que tu confirmes ou pas ça? Yes, merci pour ta question. Elle est magique et elle est pertinente. Et c'est vrai que c'est ce qui fait sens parce que tu vois, encore une fois, juste avant, tu me poses une question et je te dis oui, ben, le marché est saturé. Oui, on ressent. Oui, c'est galère. Oui, c'est compliqué. Oui, ça devient plus tendu. Oui, c'est une réalité, mais dans ce marché, c'est un marché global, etc. Et je parle que de mon expérience sur la ville de Poitiers qui doit se traduire sur beaucoup d'autres villes. Mais comme tu le dis, il y a des niches, il y a des endroits où il y a des trous dans la raquette et c'est sûr que potentiellement, il y a une demande et il n'y a pas d'offre en face. On voit pas mal de gîtes secrets ou alors des trucs à la campagne, des trucs rureux, des trucs insolites. C'est tellement, et encore une fois, donc là, celles et ceux qui ont envie de se lancer, ne vous mettez pas de barrière, il n'y a que des solutions. Et la personne qui est un peu plus créative, qui te dit, bah, tiens, je veux profiter d'une maison secondaire à la campagne, faire un truc stylé dans les champs avec des animaux, ou alors à l'inverse, faire un truc spa, luxe, réception 3 étoiles, machin truc, bah, allez-y, faites. Et il n'y a que des opportunités. Et de là, par contre, à mon sens, il est intéressant quand même de faire une étude de marché, de se pencher un petit peu sur la question de façon un peu sérieuse. Après, pourquoi pas le tester? Je pense à ça, de créer entre guillemets, si on est vraiment un peu rassuré et qu'on veut vraiment border le truc, pourquoi pas créer une fausse annonce à l'image un petit peu ce qu'on pourrait faire sur le Bon Coin, voir si on a des demandes locatives, etc. Créer une fausse annonce. Après, ça sous-entend de passer quand même par les plateformes, donc peut-être prendre un mail dans lequel on n'aurait pas besoin pour créer l'annonce. Je ne sais pas, est-ce qu'il vérifie l'identité? Oui, non. Donc faire attention quand même avec ça pour pas se griller. Mais pourquoi pas créer un compte, créer une fausse annonce. Et de là, on va voir, on va tester le marché. Après, une Ah, mais fois ça, qu'on j'avais aura. pas pensé en location courte durée, parce qu'en l'occurrence, on le recommande beaucoup Ah pour ouais. tout ce qui est longue durée. Bah, faites une fausse annonce pour vérifier. Et soit vous allez être rassuré, soit vous allez être. En général, on évite rassuré parce qu'il y a beaucoup d'appels, mais ça dépend des fois.
Je mets un petit bémol parce que comment réagir pour pas se faire cramer? Parce que derrière, si on fait une fausse annonce et que tant mieux, ça cartonne, on va avoir une réservation, deux réservations, trois réservations, et donc il faudra faire face et les annuler et te Ouais. dire, et donc peut-être privilégier plus Booking que Airbnb, est-ce que sinon de se faire switcher plus rapidement? Mais bon, c'est pour ça de dire attention, faites-le pas avec un compte dans lequel vous aurez besoin derrière, etc. D'être voilà, de trouver un petit astuce comme ça. Mais je pense que c'est une idée, moi, qui me viendrait si demain je dois aller explorer un nouveau marché et que je sais pas, ça peut être une des solutions. Après, il suffit de regarder, est-ce qu'il y a un... Je sais pas, moi, j'ai pas mal de demandes avec l'hôpital, des gens malheureusement qui viennent de loin voir accompagner la famille, etc. Et je sais que j'ai mon frère qui a une trentaine de kilomètres de Poitiers, à Civaux, il y a une centrale nucléaire, et il a fait ça a cartonné parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent en mission 2 semaines, 3 semaines, etc. par rapport à la centrale. Donc est-ce qu'il y a, alors que c'est perdu dans les champs, il n'y a rien, il n'y a aucun site touristique, mais il y a énormément de demandes. En plus, l'immobilier, ça coûte zéro. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un gros pôle, un gros centre d'intérêt à côté qui pourrait drainer du flux? Posez-vous la question, faites votre devoir là-dessus, à mon sens. Et puis, voilà, quitte à, pourquoi pas, pour ceux qui veulent vraiment cadrer, borner, etc., rassurez-vous avec Oui. une annonce. Et là, vous êtes rassuré, au moins pour se lancer. Après, la réalité d'aujourd'hui sera peut-être pas la réalité de demain, mais un des avantages de la courte durée, je voudrais dire quand même 2 points qui me semblent essentiels quand même sur la courte durée, c'est d'une part, il y a le côté imposition, on est dans la catégorie des meublés, donc attention à bien border si on est en nom propre ou si on est en société, de pas faire n'importe quoi, de l'anticiper en amont parce qu'il peut y avoir des conséquences importantes, potentiellement très positives hein, d'ailleurs, mais importantes à l'avenir, notamment lors des ventes. Si on est en LMNP ou LMP, c'est différent. Dans le premier cas, on est soumis à la plus-value des particuliers. Dans le deuxième cas, on est soumis à la plus-value des professionnels. C'est encore différent. Est-ce qu'on est en réel ou pas pour déclarer son chiffre? Ça va avoir un impact. Bref, il y a pas mal de considérations fiscales d'une part à prendre en compte, donc c'est important à mon sens parce que autant sur la location meublée classique, bon, on va générer des revenus somme toute similaires à la location nue, ça va être un petit peu plus élevé, mais rien d'extravagant que là on peut potentiellement vraiment faire du chiffre. Et pour des personnes qui pourraient développer un parc ou un concept intéressant, bah, il y a vite fait de faire 50, 100, 150, 200, 300 000 euros de chiffre à l'année. Et là, bah, forcément, si on est sur une imposition du bénéfice in fine à 30, 40, 50, 60%, c'est plus du tout la même que si on est à 10, 15, 20, voilà, sur des montants comme ça. Donc, autant l'anticiper en amont, même si on n'est pas sur des niveaux de chiffre de cette valeur. Donc, ça, c'est le premier point d'un point de vue de la fiscalité. Hein, et puis, la revente aussi est très, très important après. Et deuxièmement, un des gros avantages de la courte durée, c'est que, à l'inverse de la location nue et meublée, on n'est pas soumis à un bail. Et donc, c'est le gros avantage pour celles et ceux qui douteraient, qui auraient peut-être des freins, des craintes, mais qui ont envie réellement de le faire parce qu'ils ont un kiff, non pas pour faire comme tout le monde, hein, mais vraiment parce qu'ils ont un kiff. Et ben, c'est qu'on peut le tester sans contrainte. Et si ça ne fonctionne pas, rien ne nous empêche de repasculer sur la location classique très, très facilement, très, très rapidement. Parce que l'inverse n'est pas vrai. On ne va pas mettre un locataire, une fois qu'on a mis un locataire en location nue, ben, s'il reste pendant 3 ans, il reste pendant 3 ans. On n'aura que 6 mois avant la fin du bail pour pouvoir le prévenir, récupérer le bien sous condition, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas reprendre la main sur une location nue. Par contre, on peut faire ce qu'on veut sur la location courte durée. Et ça, c'est un des gros avantages, c'est qu'on peut le tester, on peut le goûter sans aucun risque. Si ça ne marche pas, pendant 2 mois, j'ai zéro réservation, ben, je rebascule comme j'avais prévu. Donc, on peut se permettre de goûter. Ça, c'est un des avantages que Et j'y vois. j'ajouterais du coup un warning que je dis régulièrement, c'est que quand on achète dans l'optique de faire de la location courte durée, il faut absolument que ce soit déjà rentable en longue durée. Parce que moi, j'ai toujours peur des gens qui disent: «Ah, mais c'est génial, en location courte durée, ça me fera 12% de renta.» Je fais: «Ok, non, mais là, c'est chaud parce que ça veut dire que si tu le mets en longue durée, c'est que c'est vraiment pas rentable du tout.» Donc, en gros, de faire les calculs de renta à l'achat pour vérifier que ton prix au mètre carré est vraiment pertinent en longue durée. Et la location courte Exact. durée, c'est du bonus. Voilà. J'espère que tu es d'accord avec moi. Ah non, ouais, clairement, c'est clairement un warning de se dire que pour X raison, si ça fonctionne pas, moi, je m'y retrouve avec une location classique, quoi. Exactement. C'est la meilleure sécurité, quoi. Voilà, si demain j'achète à Paris, j'ai un truc avec un rendement de 2%. Mais si ça me convient, le rendement à 2% en classique, très bien, ben, je fais de la courte durée pour booster le truc. Bon, faut avoir l'autorisation, c'est autre chose avec la commune de Paris. Mais si j'accepte ça, très bien, je fais ma courte durée, ça fonctionne très bien. Mais si ça fonctionne pas, je retourne à mes 2%. Mais il fallait que ce soit OK initialement avec moi. Après, voilà. Mais Exactement. Bah, très bien. Donc, du coup, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu avais encore des choses à ajouter ou est-ce qu'on est pas mal? Sachant que je me dis que si on veut approfondir après, plus tard, tes autres invests, etc., on pourra toujours se refaire un épisode plus tard. Mais en tout cas, est-ce que là, par rapport à tout ce qu'on a abordé, est-ce qu'on
Tu avais encore un petit mot en plus à ajouter ou... Ouais, ben, écoute, pour être succinct, l'avantage d'une façon générale de l'immobilier, en tout cas, moi, l'avantage que j'ai pu expérimenter, mais je pense que tu l'as déjà dit 1000 fois, 100 000 fois sur ton émission, sur ton Instagram, que j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller voir et je vous invite également à évaluer, à mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les plateformes, parce que, encore une fois, Dorine, elle donne de son temps, de son énergie Oh, et des merci. bons tips à chaque fois, donc je me permets de faire le petit call to action en ce sens. Voilà, ça va vous prendre à vous tous individuellement peut-être 5 secondes de votre temps, mais ça lui fera tellement plaisir. Voilà, pour la remercier sur tout son taf. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'un des gros avantages de l'immobilier, d'une façon générale, c'est l'effet de levier bancaire. D'un point de vue purement, là, d'avoir une logique purement financière, d'une part, on se constitue un patrimoine sur le long terme, potentiellement en empruntant, etc. Un patrimoine qu'on pourra potentiellement transmettre à nos enfants. C'est quand même assez kiffant de construire quelque chose dans la durée et puis en plus de le faire perdurer après nous. Mais c'est que d'un point de vue purement financier et mathématique, encore une fois, tu as parlé énormément, on a parlé, discuté énormément de rendement, de rentabilité. J'emprunte 100, ça me rapporte 10% par an. Ben, techniquement, je me suis enrichi de 10 000 euros à la fin de l'année. Alors, ça va peut-être pas être forcément que sur le compte, en cash flow positif, etc. Parce que il y a les intérêts d'emprunt, il y a les trucs et tout. Mais techniquement, on s'enrichit comme ça avec de l'argent qu'on n'avait pas initialement. Et dans mon cas, et c'est le cas, j'imagine, de beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, mais on n'a pas spécialement la capacité d'épargner 2000, 3000, 5000 euros par mois, ce qui nous ferait des belles sommes à la fin. Et donc, par contre, à travers l'immobilier, 200, 300 000 euros de crédit, ça me rapporte X de rendement. Donc, au bout de X années, je revends, j'ai remboursé du capital. En plus, ajouté à ce rendement, je peux potentiellement faire une plus-value positive à la sortie. Tout ça fait que ça crée l'enrichissement avec donc l'effet de levier de bancaire, avec de l'argent que je n'avais pas initialement. Donc, pourquoi s'en priver de construire un patrimoine, de construire sa sécurité, de peu importe l'objectif, hein, c'est pas forcément, vous allez tous être entiers en 2 secondes, etc. Ça convient à d'autres, pas à certains. Enfin, et puis, il y a rien de magique là-dedans. Ça demande encore une fois beaucoup de travail. Mais celles et ceux qui ont vraiment l'envie, qui se posent la question, etc., pour toutes ces raisons, allez-y. C'est merveilleux. Tu ne fais que redire encore une fois ce que je répète, que faut atteindre son... Moi, je dis toujours, avant de démissionner, il faut absolument avoir atteint sa capacité d'endettement maximale. Sinon, c'est trop dommage, quoi. Voilà. Exactement. Bon, je pense que ça touche à sa fin. On est pas mal, on est allé dans pas mal de sujets. Toutes les personnes qui t'ont apprécié, où est-ce qu'elles peuvent te suivre? Yes, sur mon LinkedIn, Ismaël Bernus, sur le podcast La Bonne Fortune, sur l'Instagram du podcast La Bonne Fortune. Donc, comme je te le disais, là, je vais reprendre normalement donc, des émissions très, très prochainement. Et je me ferai un plaisir de te recevoir, que tu me détailles un petit peu ton parcours à l'ensemble des auditeurs, parce que tu es aussi très, très riche d'enseignements et je suis persuadé que je vais en apprendre énormément également. Donc, puis j'ai pour projet également bientôt aussi de proposer justement des investissements plus axés Ok, achat-revente. ok. Donc ça marche, nickel. Et c'est super. Merci beaucoup Ismaël d'être venu sur le podcast. Super. Salut, salut. Ciao.